La belle surprise des derniers chiffres du chômage, il marque une forte baisse au mois d'août, moins 50 000 demandeurs d'emploi. Ces chiffres positifs du mois d'août sont les premiers depuis plus de 2 ans. Mais 5 jours plus tard, coup de théâtre. Pôle emploi reconnaît dans un communiqué que ce chiffre est faux. En bord de Seine, une tour argentée en forme de forteresse. C'est ici que vont tomber aujourd'hui les chiffres du chômage, 3 jours avant leur publication officielle. Dans quelques minutes, Chloé Tavant les découvrira avant tous les Français, avant même le président de la République. Elle travaille à la DARES, le service statistique du ministère du Travail, chargé d'analyser tous les mois les chiffres de Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que voilà, on entre dans le premier jour où on va découvrir les données du nombre de demandeurs d'emploi. À la fois, c'est un jour particulier, à la fois, faut s'y faire parce que c'est un jour qui revient une fois par mois. Je ne sais pas si c'est de l'inquiétude, une forme un peu entre de la curiosité aussi et un peu d'appréhension, quoi. Pour la première fois, une équipe de télévision est autorisée à filmer ce qui se passe dans cette tour au cours de cette période de 3 jours qu'on appelle l'embargo. Pour cela, nous acceptons de signer une convention de confidentialité. Si nous dévoilons les chiffres avant l'heure, nous risquons, en théorie, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Chloé Tavant va maintenant prendre connaissance des chiffres du mois d'octobre. Si jamais on est amené à parler des chiffres qu'il y a en travail, il faut que je ferme la porte. Pôle emploi a déposé la veille ses données brutes sur un serveur sécurisé. Un programme informatique a déjà compilé les premiers résultats sur une feuille de calcul. Donc vous voyez les chiffres comme moi. On a plutôt un recul du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A priori. Donc de moins 0,6%. Moins 0,6%. Une petite baisse du chômage qui va bientôt créer l'événement. À cet instant, ils sont moins d'une dizaine à savoir. Pendant 3 jours, cette information ne doit fuiter sous aucun prétexte. Chloé Tavant se méfie des oreilles qui pourraient traîner. Pourquoi vous verrouillez à chaque fois votre porte ? Faudrait pas que quelqu'un en profite pendant mon absence pour s'introduire dans mon bureau et du coup avoir connaissance des chiffres, quoi. Il y a vraiment un strict contrôle de l'embargo. Et voilà, on travaille vraiment dans la plus grande discrétion. Donc je vais vous montrer les bureaux du reste de l'équipe. Sur les 170 fonctionnaires travaillant dans la tour, seuls quelques statisticiens ont accès aux chiffres du chômage. Donc voilà, ça c'est les 2 bureaux donc des personnes qui s'occupent de la publication. Pareil, ils disposent aussi d'un code d'accès à son bureau. Ils vont tracer la courbe la plus attendue du moment, celle du chômage. François Hollande en a fait un enjeu politique majeur de son mandat. Nous allons y arriver à cette inversion de la courbe du chômage. Un pari à haut risque qui place les chiffres de Pôle emploi au cœur de toutes les spéculations. Mais qui trace la courbe et avec quelles informations ? Reflète-t-elle la réalité du nombre de chômeurs en France ? Peut-elle être manipulée ? Plongée dans l'univers codifié et hautement sensible des chiffres du chômage. Deux jours ont passé. Les chiffres seront divulgués dans un peu plus de 24 heures. Les statisticiens ont décortiqué toutes les données de Pôle emploi et n'ont relevé aucune erreur. Chloé Tavant et son équipe finalisent le rapport d'une dizaine de pages qui sera bientôt transmis au ministère du Travail puis aux journalistes. C'est l'heure du grand oral pour les statisticiens. Ils rencontrent leur directeur pour faire le point sur les résultats de leurs investigations. Antoine. Cyril, là. Bonjour. Antoine Magnier ne connaît toujours pas les chiffres. Bon, vous allez bien ? Ça va ? Nous sommes surpris. Il consacre peu de temps à commenter la bonne nouvelle du jour.
On a une baisse de la catégorie A, des demandeurs d'emploi, donc qui ne travaillent pas, qui n'ont pas travaillé dans le mois, d'à peu près 20 000. Ce qui retient leur attention, c'est avant tout la hausse du nombre de chômeurs dans certaines catégories. On a une hausse assez sensible des demandeurs d'emploi en catégorie B et C, en activité réduite. Une hausse de près de 4% pour les deux catégories. Ça doit être une hausse assez exceptionnelle en fait. C'est assez... Il n'y a pas dû y avoir souvent de hausse aussi marquée par le passé en fait. Pour comprendre leur fébrilité, il faut revenir sur les catégories de chômeurs. Intéressons-nous d'abord aux 3 premières catégories de Pôle emploi. A. Les demandeurs d'emploi qui n'ont pas travaillé une seule heure dans le mois. B. Les demandeurs d'emploi qui ont travaillé moins de 78 heures. Et C. Les demandeurs d'emploi qui ont travaillé plus de 78 heures. Si le nombre de chômeurs en catégorie A a baissé de 0,6%, c'est notamment parce que certains d'entre eux ont trouvé un emploi temporaire et se retrouvent désormais en catégorie B et C, qui, elles, ont toutes les deux augmenté de 4%. Sauf si j'ai oublié quelque chose. Les fins statisticiens avancent une première explication. Un événement saisonnier pourrait être à l'origine de cette baisse de la catégorie A. La hausse de l'activité réduite est particulièrement importante en Champagne-Ardenne, en Bourgogne et dans l'Aisne, et ce qui peut être lié au fait que les vendanges ont commencé un peu plus tard que d'habitude, et donc la saisonnalité est différente. Ces vendanges tardives auraient contribué à faire baisser la courbe de la catégorie A. Mais que vont retenir le président et ses ministres de ces chiffres très contrastés? En théorie, ce n'est qu'à 18h précises que le directeur prend contact avec le ministre du Travail. Il dit ne jamais déroger à cette règle. Les ministres du Travail qui se sont succédés ne vous appellent jamais avant, parce qu'il y a une attente politique très forte sur ces chiffres. Non, ils ne le font pas parce que, comme je vous l'ai dit, nous intervenons dans un cadre très structuré, très réglementé. Et ils respectent ces règles. Oui. Ce serait donc motus et bouche cousue jusqu'à 18h. En fin de journée, nous filons au siège du ministère du Travail. Dans le bureau du directeur de cabinet de Michel Sapin, quelques minutes avant l'arrivée des chiffres. Bon, À 7h, que c'est vraiment Gilles Gâteau? Vous êtes stressé? hein Non, patient. Eux, ils savent, et nous, on ne sait pas. Oui, vous en savez plus que moi. Non, c'est la règle du jeu, hein. Tous les mois, c'est comme ça. Après, tout le monde scrute les visages de tout le monde pour voir, essayer de guetter des sourires ou des visages tordus, mais Vous lisez quoi sur nos visages alors? rien, justement, vous êtes impénétrable. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Tous les mois, le directeur de cabinet reçoit les chiffres par email. Voilà. Yes. Moins 20 500. Alors ça, c'est un très bon chiffre. Sur la dizaine de pages de l'analyse, un seul chiffre retient vraiment l'attention du directeur de cabinet. Les 20 500 chômeurs de moins de la catégorie A. Depuis de nombreuses années, les gouvernements de tous bords ne regardent que cette courbe. Je vais voir les jeunes. Bon, mais je vais aller voir le ministre parce que je pense que je commence à patienter. À cet instant, nous sommes moins d'une vingtaine à connaître les chiffres. Alors, c'est bon. Donc il y a une baisse qui est forte. Donc, catégorie A, Catégorie A. Moins 20 500. donc ça, Moins 0,6%. donc on est vraiment sur des chiffres incontestables, incontestés, vérifiés, sans problème. Oui. Donc ça donne sur la catégorie A, donc c'est sur le chômage, quoi, ce qu'on Voilà. appelle les chômeurs, hein, c'est les fameux 3 millions de chômeurs. Catégorie A, moins, Moins 0,6. Ok, C'est donc la ça- première baisse depuis octobre 2010. donc ça peut, si c'est confirmé ensuite, ça peut s'appeler l'inversion.
Et là, ce mois-ci, tu fais ça. Ah oui, c'est vraiment très puissant. Hein. Donc quand tu regardes le mouvement, Selon Michel Sapin, cette petite baisse de la catégorie A uniquement valide la promesse faite par François Hollande d'inverser la courbe du chômage. Et peu importe si les catégories B et C, celles des chômeurs qui ont travaillé un peu dans le mois, augmentent. Là, on est à moins quelque chose. Ce moins, c'est vraiment la baisse du chômage. C'est là qu'il y a moins de chômeurs. C'est ça la version de la courbe, hein, en langage simple et concret, qui ne soit pas simplement un langage de statisticien. Ça veut dire qu'il y a moins de chômeurs ce mois-ci que le mois précédent. Michel Sapin s'empresse d'apprendre la bonne nouvelle au président. Je vais écrire en gros baisse. Hop là. J'ai mis un smiley. C'était un sourire, c'est bien. Il ne semble pas se demander si la baisse de la catégorie A est liée à un phénomène saisonnier. Nous lui soumettons l'analyse faite par ces statisticiens. On parle un peu d'un effet vendange. C'est-à-dire que les vendanges auraient été décalées de Oui, 15 j'ai vu jours. ça. Mais enfin, il y a 20 000 vendangeurs en Champagne. Vous avez trouvé un nouveau sujet pour pinailler. Pour vous, C'est dans vrai que l'univers gris des statistiques. De temps en temps, avoir quelques bulles de champagne, ça fait rêver. Pourtant, sur les 20 500 chômeurs de moins de la catégorie A, plus de la moitié habitent en Champagne-Ardenne. L'effet vendange n'aurait donc rien d'anecdotique. 24 heures plus tard, l'embargo est levé. Un peu avant 17 h, le ministère du Travail transmet aux rédactions la synthèse des chiffres. Les journalistes d'ITélé ont 1 heure pour préparer leur sujet et prendre connaissance de toutes les données. Étant publié un mois après, trop tard, la droite s'est déjà engouffrée dans la brèche. C'est marrant parce que ça baisse que sur les catégories dont nous on parle. Mais t'as les catégories B et C, oui, là D, c'est E, que tout là, ça. mais j'ai pas et là encore ça regardé. monte beaucoup. Des personnes qui... Les journalistes discutent de la manière dont ils vont traiter le sujet. Tout ce qu'on montre en fait c'est la catégorie A et, Donc ça baisse, quoi. celle-ci elle baisse. C'est les personnes qui n'ont pas du tout travaillé. Ça il y en a moins en octobre qu'il y en avait Donc en on peut dire que la septembre. coupe du chômage est baisse. Comme dans toutes les autres chaînes d'information, le présentateur Romain Desarbres fait sa une sur l'inversion de la courbe. Là, on va ouvrir sur le chômage qui baisse. C'est l'info de la journée, certainement des semaines à venir. Bon, ça fait plaisir d'annoncer une bonne nouvelle. Hein. Le chômage qui baisse. 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. À la une, la baisse du chômage au mois d'octobre. Baisse surprise. Mais cette courbe qui concentre toutes les attentions est-elle toujours fiable ? Pôle emploi est-il à l'abri d'une erreur humaine ? Il y a quelques mois, les médias annonçaient une baisse spectaculaire du chômage en août. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la belle surprise des derniers chiffres du chômage. Il marque une forte baisse au mois d'août, moins 50 000 demandeurs d'emploi. Ces chiffres positifs du mois d'août sont les premiers depuis plus de 2 ans. Mais 5 jours plus tard, coup de théâtre. Pôle emploi reconnaît dans un communiqué que ce chiffre est faux. La baisse serait amplifiée par un incident technique chez SFR. Que s'est-il passé exactement ? Chaque fin de mois, Pôle emploi demande aux chômeurs inscrits de mettre à jour leur dossier. En fonction de leurs réponses, ils restent ou sortent des statistiques. Pour les étourdis qui oublient de le faire, Pôle emploi prévoit des SMS de rappel. Mais au mois d'août, sur les 650 000 textos envoyés aux retardataires, près d'un tiers n'arrivent pas. SFR, que Pôle emploi mandate pour cette opération, aurait été victime d'un bug. Conséquence, de nombreux chômeurs sortent des statistiques, les chiffres sont faussés. Un responsable de SFR accepte de nous parler uniquement par téléphone. Il reconnaît le bug, mais selon lui, il aurait pu être repéré plus tôt. Si vous voulez, dans un monde idéal où la prestation tournerait avec tout le monde attentif, le bug aurait été vu donc dans les 3 heures ou les 4 heures qui ont suivi l'envoi, le bug aurait été corrigé, il y aurait une bonne campagne qui aurait été envoyée, quoi. Le client Pôle emploi est venu vers nous une semaine après, mais le mal était fait. Y a-t-il eu négligence de la part de Pôle emploi, comme le sous-entend ce responsable de SFR ? L'agence avait-elle des outils pour contrôler le bon déroulement de la campagne d'envoi des SMS ?
Nous avons dû négocier de longues semaines avec son service de presse pour pouvoir rencontrer ceux qui étaient en première ligne lors de l'incident, les directeurs du service informatique. Ils sont chargés tous les mois d'envoyer les textos et d'en assurer le suivi. Ils acceptent de nous montrer un document interne à Pôle emploi. C'est le tableau de suivi qui permet de vérifier le bon déroulement de la campagne d'envoi des SMS. Celui-ci date du mois de novembre. La suivante. SMS, taux de réussite. Et après, il faut aller dans la dernière ligne. Voilà, et après, on a effectivement la moyenne des taux de réussite. Voilà, donc 91,73%. Le taux de réussite, c'est-à-dire la proportion de SMS arrivés à bon port. Un tableau similaire existait déjà en août, le mois du bug, mais étrangement, Pôle emploi a refusé de nous le montrer. Les informaticiens nous affirment qu'il manquait de clarté. Nous sommes contraints de les croire sur parole. SFR et Pôle emploi se renvoient la balle. Mais nous nous posons une question. Les statisticiens du ministère du Travail n'ont-ils pas détecté une anomalie quand ils ont analysé les chiffres de Pôle emploi? Quand nous évoquons le bug SFR, nous semblons ranimer un souvenir douloureux. Oui, ça a été une période frustrante. Les statisticiens avaient vu qu'il y avait un problème. La courbe des chômeurs qui ne se réinscrivent pas à Pôle emploi avait fait un bond spectaculaire d'un mois à l'autre. Et ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Nous avons pris la décision de publier ces chiffres, alors en soulignant le caractère inhabituel de ces évolutions, mais malheureusement nous n'avions pas d'explication à cette évolution. N'ayant pas trouvé d'erreur, les statisticiens préfèrent donc publier les chiffres en émettant des réserves. Il faudra attendre 5 jours avant que les données ne soient corrigées. Ce mois-là, il y a bien eu une baisse, mais seulement de 25 000 chômeurs. Le bug a gâché la fête. En attendant, il a mis en lumière une particularité étonnante des chiffres de Pôle emploi. Tous les mois, des demandeurs d'emploi étourdis sortent des statistiques alors qu'ils sont toujours chômeurs. C'est aussi le cas des radiés. Nous partons dans la banlieue de Caen pour rencontrer un chômeur en colère. Cela fait plusieurs semaines qu'Antoine n'accepte pas d'avoir été rayé de la liste des demandeurs d'emploi. C'est un courrier que j'ai reçu le 18 octobre m'annonçant que j'ai été radié suite à une non-présentation à un entretien. À compter du 18 octobre, je suis radié pour une période de 2 mois, donc jusqu'au 18 décembre. Tous les mois, comme Antoine, ils sont en moyenne 40 000 chômeurs à être sanctionnés par Pôle emploi. Vous pouvez entrer. Dans 95% des cas, ces chômeurs sont radiés parce qu'ils ont manqué un rendez-vous avec leur conseiller. Le jour de sa convocation, Antoine avait lui un entretien d'embauche. Il aurait dû demander un justificatif à l'employeur, mais il n'a pas osé. J'ai pensé que lui, dans sa tête, allait croire que je venais juste chercher ce fameux justificatif et donc que ça allait nuire à mes chances d'embauche par la suite. Antoine a écrit une lettre à la directrice de son agence Pôle emploi, mais il n'a pas été réintégré pour autant. Pendant 2 mois, il a disparu de la courbe du chômage. Depuis la fin de notre tournage, le jeune homme a retrouvé un travail. Depuis plusieurs années, les associations de chômeurs suspectent Pôle emploi, sur injonction des gouvernements, de radier de nombreux chômeurs pour faire baisser la courbe. Existe-t-il une politique de radiation abusive ? Les premiers doutes ont surgi sous le gouvernement de Dominique de Villepin. Tout commence par un coup de tonnerre dans le monde paisible des statisticiens. En janvier 2007, l'INSEE, qui calcule elle aussi les chiffres du chômage, décide de ne pas les publier. Du jamais vu dans l'histoire de cette noble institution. Pour la première fois en 50 ans, l'Institut ne va pas publier en mars le taux de chômage pour 2006. Malaise chez les syndicats de l'INSEE qui parlent de pression. Ce matin, le Premier ministre a balayé d'un revers de main une polémique qu'il dénonce.
Prenons donc garde à ces polémiques stériles et systématiques. Si la direction de l'INSEE n'a pas publié ces chiffres, c'est parce qu'ils affichaient mois après mois des tendances contradictoires avec les chiffres de Pôle emploi, qui s'appelait à cette époque la NPE. En bleu, la courbe de l'INSEE. En rouge, celle de la NPE. En règle générale, ces deux courbes se suivent. Mais en 2005, l'écart commence à se creuser. Une différence de plusieurs centaines de milliers de personnes. Pour de nombreux experts, ce sont les radiations qui expliquent cette différence, car pour l'INSEE, un chômeur radié est toujours un chômeur. Thomas Coutreau est statisticien, spécialiste des questions du travail. À l'époque, il a analysé ces chiffres controversés. Pour cet expert engagé à gauche, le gouvernement Villepin demandait à l'ANPE de radier davantage pour faire baisser artificiellement le chômage. On a eu une politique de nettoyage des listes de l'ANPE qui a contribué fortement à la baisse du nombre de chômeurs inscrits. L'ANPE, par exemple, a décidé de convoquer tous les mois tous les chômeurs, de façon à leur mettre une pression supplémentaire pour les inciter à reprendre plus vite un emploi ou à sortir des listes de l'ANPE. Ce qu'on nous a dit, c'est que les directeurs d'agences de l'ANPE avaient une prime de performance qui dépendait de plusieurs critères, et que parmi ces critères, le taux de radiation figurait dans un certain nombre de cas. Les directeurs des agences ANPE étaient-ils incités à radier le maximum de chômeurs ? Nous en avons appelé plusieurs. Aucun n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Mais un haut responsable des ACEDIC, l'organisme qui était chargé de verser les indemnités aux chômeurs, va nous parler des pratiques des directeurs d'agences. Je sais pertinemment qu'ils étaient quand même très proches du pouvoir en place. Donc l'intérêt pour eux, c'était de faire baisser des chiffres et de présenter des chiffres du chômage qui étaient le plus proche possible de ce qui était attendu par le pouvoir politique. Donc effectivement, il y avait un certain nombre de primes qui étaient versées autour de ça. À l'Assemblée nationale, nous rencontrons le député Jean-Louis Borloo. C'est lui qui était ministre du Travail lors de la polémique. Il ne semble pas se souvenir que les courbes de l'ANPE et de l'INSEE affichaient un écart de plusieurs centaines de milliers de chômeurs. En 2005-2006, les indicateurs de l'INSEE et de la NPE ont divergé fortement. Non. Non, vous dites non. Non. Pourquoi vous dites non alors ? Ils n'ont pas divergé parce qu'ils donnent les mêmes tendances. Par une méthode, vous pouvez avoir un point de départ plus haut, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que la pente de baisse ou de montée, ou c'est stable, est-ce qu'elle est parallèle ? Donc il y avait bien un différent. Oui, il y avait un différent d'appréciation, mais ils se sont raccordés. Mais ça, c'est un problème entre statisticiens. Pourtant, pendant 1 an et demi, les courbes de l'ANPE et de l'INSEE ont bien affiché des tendances contradictoires. Jean-Louis Borloo rejette l'idée d'une politique de radiation. Moi, je connais la machine humaine. C'est impossible. Enfin, la grande blague, Sapin, c'était lui, ou celui d'avant, qui peut avoir la moindre politique, la moindre influence sur les statisticiens du social, ça, je peux vous dire, c'est une blague. D'accord. Ça, c'est une blague. À défaut d'avoir une influence sur les statisticiens, le gouvernement n'en avait-il pas sur les directeurs d'agences ANPE ? Si des doutes demeurent sur ce qui s'est passé en 2006, il ne semble pas y avoir aujourd'hui de politique de radiation en vue d'obtenir de meilleurs chiffres. Depuis 2008, le législateur a placé Pôle emploi sous la surveillance d'un médiateur. Jean-Louis Walter a le droit d'enquêter sur tous les éventuels dysfonctionnements de la maison et de les dénoncer dans des rapports publics. Selon ses calculs, le nombre de radiations est en baisse constante depuis 6 ans. J'ai essayé de regarder quel était le pourcentage des radiations sur les demandeurs d'emploi inscrits fin de mois. Donc vous pouvez voir qu'en 2007, c'était 1,55% et qu'en 2012, ce ratio est devenu de 0,94%. En toute objectivité, il n'y a pas de politique de radiation pour l'emploi. Et si je devais constater, moi, un jour, qu'il y avait des consignes, sans une politique globale, mais des consignes quelque part de radiation, je serais le premier à le dénoncer.
Pas de radiation abusive, pas de croissance économique. Quelle est donc la botte secrète de François Hollande pour inverser la courbe? Revenons à nos catégories de demandeurs d'emploi. En plus des catégories A, B et C, il existe 2 autres catégories chez Pôle emploi. La catégorie D, les chômeurs en formation ou en stage, et surtout la catégorie E, les chômeurs en emploi aidé. Un emploi aidé, c'est un contrat de travail qui permet à l'employeur de recevoir une aide financière de l'État. Il en existe plusieurs types. Le gouvernement mise sur l'un d'entre eux pour faire baisser la catégorie A, l'emploi d'avenir. Il est destiné aux chômeurs de moins de 25 ans, sans qualification ni diplôme. Michel Sapin s'est fixé pour objectif d'en signer 150 000 avant la fin 2014. Il met tous les mois la pression sur ses préfets. Nous avons été autorisés à filmer cette réunion en visioconférence en novembre. Le ministre a les yeux rivés sur ses courbes et n'hésite pas à montrer du doigt ceux qui ne tiennent pas leurs objectifs. 8 régions avaient un retard supérieur à 8 points par rapport au rythme de prescription attendu. La Guadeloupe, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées, la Martinique, l'Alsace, le Languedoc-Roussillon, la Bourgogne et Rhône-Alpes. S'il n'y a pas une accélération dans les semaines qui viennent, l'objectif de fin d'année ne sera pas atteint dans ces régions. Chacun mesure les conséquences, compte tenu de notre objectif global d'inversion de la courbe du chômage. Il reste 23 000 jeunes à recruter en emploi d'avenir d'ici la fin de l'année. Et pour tenir la cadence, le gouvernement a missionné sur le terrain des VRP de l'emploi d'avenir. Dans le sud de la France, nous avons rendez-vous avec un homme pressé. Dans la région PACA, Dominique Davy est le coordinateur des missions locales, ces organismes chargés de mettre en relation les jeunes et les employeurs pour les emplois d'avenir. L'objectif PACA, c'est 7744 emplois d'avenir. Donc en ce moment, effectivement, on essaye de boucler l'objectif dans les délais pour qu'au 31 décembre, voilà, on ait réalisé les objectifs. Et ça a été la course. Ouais. Premier arrêt, la mairie de Grand-Bois dans le Vaucluse. Le maire a décidé de recruter un jeune homme titulaire du CAP pour s'occuper des espaces verts. Bonjour. Salut Alain. Bonjour Dominique. Ça va? Très bien. Bon. Alors ils sont là? On y va? Oui, tout le monde est là. C'est bon. Il y a le jeune et il y a Joël. Oui. Bon. 9 emplois d'avenir sur 10 sont signés dans le secteur public. Ça va? Bonjour, ça va? Ouais. Après plusieurs années de galère et de chômage, Armand décroche un contrat stable, et ce pendant 3 ans. Bon là, donc 3 ans. 3 ans tranquille, quoi. Voilà, tranquille. Ben, c'est ça que 3 ans tranquille. Voilà. Voilà, il a tout dit. Les 3/4 du salaire d'Armand seront pris en charge par le ministère du Travail, et ce pendant 3 ans. L'État va verser 1,3 milliard d'euros par an pour financer les emplois d'avenir. Merci encore. Au revoir, à bientôt. Allez, à bientôt. Et bonne... Et puis Armand, à très bientôt. Sois à l'heure et bon courage. Pas le temps de traîner. Dominique Davy a rendez-vous à la mission locale de La Ciotat pour faire le point sur les chiffres. Salut, excusez-moi. Les responsables sont tout sourire. Ils ont déjà dépassé leurs objectifs. Mais ne seraient-ils pas trop pressés? C'est ce que nous allons nous demander en suivant ce jeune chômeur. C'est la mission locale donc, de la Ciotat. Vous habitez quelle commune? La Ciotat. D'accord. Et vous avez déjà trouvé l'employeur? Oui, j'ai trouvé. Ouais, c'est qui l'employeur? D'ordinaire, c'est la mission locale qui soumet les offres d'emploi d'avenir aux jeunes, pas l'inverse. Le candidat commence un entretien avec une conseillère. Première question, son niveau d'études. Vous avez quoi comme diplôme? Bah, j'ai allé jusqu'au BTS. Vous avez un BTS? Ouais. Validé? Oui. Problème, aucun jeune diplômé ne peut bénéficier d'un emploi d'avenir sauf s'il habite dans une zone urbaine sensible, une ZUS. En fait, le candidat n'a pas encore emménagé à La Ciotat. La conseillère va lui donner une petite astuce.
Donc les us du territoire de la Ciotat, c'est Abeille-Morel-Matagot, le centre ancien et Far-de-Loup, le Jonquet. Donc quand vous allez vous domicilier, il faudra absolument être domicilié donc, sur le quartier de Far-de-Loup. Ouais. Même de façon, parce que si après, moi c'est comme je vais arriver, ça sera chez de la famille. Oui, après je vais certainement. Oui, bien sûr. Si vous déménagez, il n'y a pas de souci, ce sera du moment que votre adresse elle sera en sus au moment de la signature du contrat. Après, vous pouvez très bien déménager, il n'y aura pas de problème. Visiblement, des arrangements sont possibles. Toutes les énergies sont mobilisées, mais à quel prix ? Dominique Davy, le coordinateur des missions locales, va se livrer à quelques confidences. Il fait état d'un stress important de ses équipes, causé selon lui par les consignes du ministère du Travail. Je crois que c'est la première fois qu'on a cette pression aussi forte sur un dispositif. À son bureau, il accepte de nous montrer comment cette pression se traduit au quotidien. Des cartes avec des codes couleurs pour désigner les régions en avance ou en retard. Et surtout des emails hebdomadaires de la préfecture avec son taux de réussite. Quand on est bien classé, on est moins embêté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On n'a pas de coup de fil du préfet, des services du préfet de région. C'est comme la performance scolaire, quoi. C'est une forme d'infantilisation. Voilà. Franchement, on peut se parler autrement que par des codes couleurs et allons au fond des choses, quoi. Voilà. Parfois, c'était la forme qui l'emportait sur le sens, quoi. Voilà. Le gouvernement mise sur cette course effrénée aux signatures pour inverser la courbe. Mais pour certains experts, les données seraient faussées dès le départ. Ils remettent en question la manière de compter les chômeurs. Pour eux, de nombreux demandeurs d'emploi n'apparaîtraient pas dans les chiffres de Pôle emploi. Ils seraient en quelque sorte invisibles. Dans un petit village reculé de l'Isère, nous avons rendez-vous avec François. Il a 60 ans et des années de chômage derrière lui. Aujourd'hui, il a épuisé tous ses droits aux allocations chômage et touche le RSA. Avec mon ami, on a une fille. Mon ami n'a pas d'emploi permanent non plus. Et il y a un an qu'on a déménagé parce qu'on a été viré de mon ancienne maison. Et voilà, depuis on est coincé là, avec 600 € par mois pour 3 personnes. François est inconnu des services de Pôle emploi depuis 2011. Il s'est désinscrit. Et ce n'est pas seulement parce qu'il était découragé. Il n'avait plus les moyens de se rendre à son agence Pôle emploi, située à plus de 15 km d'ici. Moi, on est 3, il nous reste 200 €. Alors, voilà. Combien on peut faire de voyage à Pôle emploi? Logiquement, si on est censé, on en fait aucun. Il vaut mieux avoir l'argent pour autre chose que pour aller à Pôle emploi et revenir. Puis que c'est une démarche inutile. Ça permettrait d'acheter autre chose, ne serait-ce que du pain. Combien sont-ils comme François à être exclus des chiffres de Pôle emploi? Quelques milliers ou quelques millions? Deux mordus des chiffres se sont penchés sur la question. Vincent Bellet dirige la Maison de l'Emploi de Lyon et Éric Lafont, lui, est élu municipal centriste. En se basant sur des chiffres officiels, ils ont tenté d'évaluer le nombre d'invisibles et donc, selon eux, la situation réelle du chômage en France. On a 5 140 000 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie ABC à Pôle emploi. D'accord ? Vous avez 60% des bénéficiaires du RSA qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. 60%, c'est 1 200 000 personnes. De très nombreux précaires au RSA comme François, le chômeur de l'Isère, échappent aux chiffres de Pôle emploi. Et ce n'est pas tout. Parmi les jeunes chômeurs suivis par les missions locales, dont l'activité ne se limite pas à gérer les emplois d'avenir, de nombreuses personnes sont exclues des chiffres du chômage. Vous avez 640 000 jeunes suivis par les missions locales qui ne sont pas inscrits à jour à Pôle emploi. Au total, il y aurait donc selon eux pas loin de 7 millions de chômeurs en France. C'est pas une question de mauvaise volonté, ou c'est pas une question de... personne ne truque les chiffres, hein. Les chiffres sont parfaitement transparents, on peut les trouver. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter de voir la réalité du nombre d'emplois en France pour chercher
les solutions qui sont adaptées à cette réalité. Nous avons voulu savoir ce que pensait Michel Sapin d'une addition aussi salée. Le chiffre de 7 millions de chômeurs, comment vous réagissez par rapport à ça? Ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 8. Le problème, c'est pas que chacun fixe sa méthode pour compter les chômeurs, c'est qu'il y ait une méthode, et une méthode scientifique, une méthode vérifiée et une méthode uniforme sur les pays, en l'occurrence les pays européens ou les États-Unis, qui soit une méthode qui soit la même et qui ne soit pas contestée. Aujourd'hui, seuls les chiffres de l'INSEE sont reconnus au niveau international car ils respectent les normes édictées par le Bureau international du travail. Au troisième trimestre 2013, l'INSEE dénombrait 3 millions de chômeurs, un peu moins que la catégorie A de Pôle emploi. Mais selon les prévisions de l'Institut de la statistique, la courbe ne s'inversera pas dans les prochains mois.